Pourquoi j'ai le est placé sur l'autre? Salut les copains et bienvenue sur ce deuxième live de l'équipe de copains sur Twitch. On est très content de nous retrouver. On est vraiment désolé pour le petit retard, on a eu quelques problèmes techniques, vous devez vous en douter bien sûr. Promis, ça se reproduira pas. Aujourd'hui, on a un invité de marque, on vous l'a teasé longuement sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on va revenir sur la saison des Reds, mais ne partons pas trop vite en besogne. Qu'est-ce que ce serait un podcast de copains, un live de copains, sans notre générique? Alors on se retrouve tout de suite après. We are Liverpool, champions of England. Pajero! Oh, you beauty! And it goes towards Lovren. Oh, he's done it! Call it, take it quickly, Origi! Oh, it comes to Divock Origi! He's won the European Cup for Liverpool! Bonjour ou plutôt bonsoir à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce live de copains, votre podcast des champions d'Angleterre. Profitez de cette intro parce que ça va plus durer très longtemps maintenant malheureusement. Aujourd'hui on vous fait un live un petit peu particulier, on va revenir sur la saison des Reds un petit peu, qui a été pour le moins compliquée et on va aussi bien sûr parler des perspectives d'avenir. Est-ce que on va sourire d'ici cette fin de saison? Je vais accueillir mes copains du soir. Bon, il n'y a pas trop de surprises pour ceux qui sont en live sur Twitch, vous les voyez à la caméra. Le premier copain à l'accoutumée est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va? J'ai bien cru qu'on allait te perdre, mais ça va. T'es là, tout va bien. J'ai eu un peu de stress suite à nos problèmes techniques, mais écoutez, voilà, c'est ce qui fait le charme de notre amateurisme quelque part et c'est certainement pour ça que vous nous écoutez encore aujourd'hui, très chers auditeurs. Oui, puis la première avait été si bien que voilà, il fallait bien qu'un jour on ait des problèmes. Hein. Exactement. Le deuxième copain du soir, voilà, notre ami belge, vous êtes habitué, c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va? Ça va bien et vous? Tu peux me tutoyer, mais oui, ça va très bien. D'accord. Merci Marvin, tout va bien, tout va bien. T'es quand même le grand chef, il faut qu'on garde cette autorité. Arrête avec ça. Et notre invité de marque, j'ai envie de le décrire en 3 points. Le premier point, c'est bien sûr amoureux de Céline Dion. On se rappelle tous de la chanson. Je t'inquiète pas, Julien, il n'y a pas de chanson ce soir, c'est promis. J'ai préparé tordu, il n'y aura pas d'affichage sur RMC plus tard. Le deuxième point, c'est amoureux de Gini Wijnaldum, bien sûr. Mais surtout, le troisième point que j'ai noté, c'est que tu es la seule drôle de dame avec des cheveux encore aujourd'hui. Et ça, je trouvais que c'était important de le souligner. C'est vrai, je te remercie pour en tout cas le côté capillaire. C'est vrai, après, avec les 3 autres, c'est vrai qu'ils partent de loin. Exactement, exactement. Bon Julien, merci déjà de te joindre à nous pour avec plaisir. Ce petit live Twitch ce soir. On a eu des retours, on est très enthousiastes bien sûr quant à ta venue à chaque fois. On va un petit peu revenir sur la saison des Reds jusqu'ici. On a des auditeurs qui nous ont déjà posé quelques questions par rapport à ce qui s'est passé dans la saison et des questions qu'ils souhaitaient t'adresser. Et puis on va essayer de se projeter un petit peu sur les quelques semaines qui restent d'ici la fin de la saison. Bon, déjà, la première question qu'on peut te poser, maintenant qu'on a eu du bon et du moins bon dans cette saison, qu'est-ce que tu penses de la saison des Reds jusqu'ici? Waouh, je ne sais pas si on a combien de temps on a, mais c'était. Je pense que déjà à la base, c'est une saison incroyable. C'est une saison incroyable pour tout le monde, mais encore plus pour Liverpool parce que jamais personne n'aurait pu dire il y a 8 mois de ça, ou 6 mois de ça même. Ou même en décembre, encore une fois, après la victoire à Crystal Palace 7-0, que Liverpool se retrouvait dans cette situation-là aujourd'hui avec la pire série de résultats à domicile dans l'histoire du club, avec encore une fois toutes ces blessures, toutes ces méformes, voilà, tout ce dont on a déjà beaucoup parlé dans l'émission, avec moi ou sans moi. Mais c'est vrai que je pense que personne, encore aujourd'hui, là, j'ai retrouvé une déclat de Graham Souness. Alors, Graham Souness, il ne faut pas toujours croire tout ce qu'il dit, il ne faut pas toujours écouter tout ce qu'il dit non plus. Mais il a quand même dit, après le titre de champion, au mois de mai, que Liverpool était parti pour une décennie de domination. Et je pense qu'on était beaucoup à croire qu'effectivement, vu la saison dernière, que ça pouvait partir sur aller gagner un deuxième titre d'affilée, voire 3 en 5 ans, ou ce genre de choses-là. Et c'est vrai je pense qu'on est tous beaucoup, supporters de Liverpool ou pas, à être forcément surpris et déçus dans un sens de la saison actuelle. Alors Audrey, je vais te poser la question parce que je sais que tu as un avis particulier dessus et après bien sûr, Marvin et Julien s'exprimeront, mais est-ce que tu penses qu'avec le recul qu'on a aujourd'hui, les blessures, ça a vraiment été la cause principale? Je ne sais même pas si on peut encore appeler ça un trou d'air, ce qui se passe depuis le mois de janvier, mais en tout cas de la grosse méforme des Reds.
Bah, c'est un des éléments qui fait partie de la crise. Après, il y a tellement, en fait, c'est tellement, comme disait Julien, une saison particulière. T'as pas d'ambiance dans les stades qui peuvent te faire tourner un match. T'as tous ces protocoles aussi. T'as eu des drames dans l'équipe, avec notamment les cas de Klopp et de Alisson qui ont tous les deux perdu un parent. Donc, il y a en fait une espèce d'accumulation de choses qui fait qu'on en est là. Après, bien sûr que le jeu a forcément été impacté par la blessure de Van Dijk notamment, mais de toutes les blessures qui se sont rajoutées en fait tout au long de la saison. Et sincèrement, ce serait faux de dire qu'il n'y a que les blessures qui ont fait qu'on est aujourd'hui dans cette situation. Après, bien sûr, pour moi, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Marvin, est-ce que tu penses que l'acharnement qu'a pu avoir Klopp, parce que bon, alors attention, on adore Klopp et ne prêtez pas de mauvais propos à ce que je vais dire, mais est-ce que tu penses que Klopp a peut-être fait une erreur qui est d'avoir insisté à vouloir dévêtir notre milieu de terrain pour mettre Endo et Fabinho en défense centrale, ce qui fait qu'au final on perdait notre défense top niveau, mais aussi notre milieu de terrain qui était quand même le cœur du jeu des Reds depuis quelques saisons. Après, on peut pas forcément vouloir à Klopp, mais si pas, oui, je trouve que c'est un des gros manquements, en tout cas cette saison, parce qu'on parlait de la fameuse colonne vertébrale de notre équipe, qui partait aussi d'un Van Dijk qui était impérial en défense, d'un Fabinho qui faisait un rôle de milieu de défensif sentinelle monstrueux, avec Henderson juste à côté de lui, qui amenait de l'énergie monstrueuse et sa voix de capitaine. Et au final, on se retrouve avec une seule vertèbre dans le bas du terrain où ça ne collait pas. Et voilà, maintenant on se rend compte avec du recul que Phillips, peut-être avec un peu plus de confiance, pouvait tenir un rôle. Après, voilà, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas non plus en vouloir à Klopp d'avoir joué la carte de la certitude qu'il avait. Il savait que Fabinho arrivait à se démerder. Henderson a fait quelques bons matchs. C'est tout à fait légitime aussi de reconduire une équipe quand c'est pas que ça a bien marché, mais que ça n'a pas dysfonctionné, quoi. On a une question pour toi dans le chat, Jus. D'ailleurs posée par le brillant Julien Gray, membre de ce podcast. Et il demande, est-ce que tu penses que les blessures de cette saison, elles sont dues à l'intensité proposée par le jeu et l'équipe de Klopp depuis les 3 dernières saisons ? Certaines, sans aucun doute, c'est sûr. À un moment, je pense qu'on en avait déjà parlé aussi. Je pense que ils ont beaucoup joué avec beaucoup d'intensité parce que c'est une équipe qui fonctionnait tellement bien que tu n'avais pas besoin de la changer finalement. En fait, tant que ça allait, tu continues à mettre. Les 3 devant ont beaucoup joué, ceux de derrière aussi, en tout cas pour la plupart. Et donc forcément, à un moment aussi, je pense que tu le payes. La blessure de Van Dijk, en revanche, c'est pas une blessure qui est due à l'accumulation des matchs. C'est une blessure qui est due à un attentat de Pickford. À un moment, je veux bien, sur les blessures, tu n'as pas de chance parfois. Jordan Henderson, il se blesse dans le match contre Chelsea. Le pauvre, il est pour rien. Voilà, ça arrive. Il y en a d'autres, c'est pareil. Pour Van Dijk, c'est vraiment différent. Après, les blessures, elles arrivent parfois. Elles arrivent peut-être aussi à une période où, quand ça va un petit peu moins bien, tu compenses. Il ne faut quand même pas oublier que Van Dijk est là, par exemple, lors de la défaite à Aston Villa, qui est une humiliation totale, et il est bien sur le terrain. C'était aussi avant la blessure. Donc, je pense que les blessures n'ont pas tout fait, comme l'a dit Audrey, mais c'est une grosse partie, c'est une grosse raison de l'échec de cette saison, parce que, en tout cas pour l'instant, cette saison, c'est un échec. Mais c'est pas tout non plus. Je pense que le club a fait des erreurs, notamment, encore une fois, de ne pas être allé chercher un défenseur central dès l'été dernier, alors qu'ils auraient dû le faire. Je comprends très bien la situation financière, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a un moment où c'est pas parce que tu gagnes que tu es au top que tu ne dois pas continuer à investir dans ton équipe. Et de la même manière, pourquoi attendre le 31 janvier pour aller chercher des défenseurs centraux, alors que, encore une fois, tu sais très bien que tu en avais besoin depuis déjà l'été d'avant. Donc il y a des erreurs. Je pense que Klopp lui-même aussi a fait des erreurs. Je pense que ce côté obnubilé par les problèmes extrasportifs, du calendrier, des changements, de la VAR, tout ça, je pense que ça n'a pas servi son équipe. Donc au final, de toute façon, pour une saison pareille, aussi négative jusqu'à présent, il faut que tu ne peux pas simplement avoir que les blessures qui peuvent l'expliquer. Il y a plein d'autres facteurs, et je pense que tout ça en fait partie. On a François Pignon dans le chat, certainement un pseudonyme, je pense ne pas trop m'avancer, qui demande, est-ce que tu penses, Julien, que le fait d'avoir changé de centre d'entraînement en cours de saison, ça peut aussi être peut-être un élément qui explique le fait que l'équipe ait été déstabilisée ?
C'est possible, effectivement. Il y a quelques rumeurs ici en Angleterre comme quoi les joueurs ne seraient pas très contents avec le nouveau centre d'entraînement, qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment différentes de ce que Melwood était. Et puis, c'est un peu pareil quand tu changes de stade, en fait. Et je pense que les gens ont beaucoup sous-estimé le changement de centre d'entraînement. Tu perds tes repères au quotidien et tout ça. Quoi. Exactement. Et puis Melwood, il y avait une âme quand même. C'était un endroit particulier déjà. Ensuite, effectivement, pas mal de repères différents et par rapport au terrain, par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire, les petites habitudes des uns et des autres, toujours, mais pas que les joueurs non plus. Hein. Je pense que le staff en général, je pense que les gens qui travaillent, qui sont dans les bureaux aussi au centre d'entraînement, tout ça t'amène une certaine atmosphère, un certain environnement qui, dans un nouvel endroit qui est tout beau, tout neuf, c'est sûr, qui est super moderne, qui est un outil fantastique, c'est vrai. Mais que peut-être aussi tu peux te retrouver un petit peu gêné ou un petit peu t'as pas les mêmes repères, c'est un petit peu différent, c'est un peu comme dans un stade finalement. Et rappelez-vous qu'Arsenal avait eu du mal dans le nouveau stade, que Tottenham avait eu du mal en tout cas quand il s'était passé de Watertown à Wembley, et peut-être que aussi ça a un petit peu joué. Après Leicester aussi ont changé de son entraînement et eux visiblement ça n'a pas d'avoir trop d'impact non plus, donc bon je sais pas jusqu'à quel point on peut mettre ça sur le dos du nouveau centre d'entraînement, mais oui, je pense que c'est une équipe de toute façon qui était tellement bien huilée qu'il fallait rien changer en fait. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu ne peux plus rien changer, c'est pas possible. Et que dès que tu changes un tout petit peu quelque chose, que ce soit un joueur que tu passes du milieu de terrain en défense ou quelqu'un qui est blessé sur le long terme qui n'est pas là, surtout quelqu'un qui a une grosse influence dans le leadership, ou que tu changes peut-être même de petits repères de la route pour aller au match du centre d'entraînement, je pense que ça peut dérégler pas mal de choses. Tout à fait. Et alors, il y a un autre facteur qui est très important, qui est le même pour tous les clubs, c'est avec la crise de la Covid, on n'a plus de supporters dans les stades. Alors Liverpool a quand même été un des rares clubs à avoir eu la chance d'avoir quelques supporters au mois de décembre, il faut le souligner. Audrey, est-ce que tu penses que c'est aussi une explication qu'on peut considérer de rationnelle et d'équitable par rapport à toutes les autres équipes du championnat, de dire que Liverpool a une mauvaise passe parce qu'il n'y a pas de fans à Anfield? C'est une des raisons et peut-être aussi quelque part quand tu vois le résultat où on a des fans contre Tottenham et qu'on gagne le match dans les dernières minutes, ça peut être une raison qui a fait basculer la rencontre. Après, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, je trouve qu'on survend parfois un petit peu l'ambiance d'Anfield qui n'est peut-être plus aussi chaude qu'elle était il y a quelques années en arrière. Et du coup, même si effectivement cette manque de ferveur et de soutien populaire peut se ressentir et même les joueurs qui doivent se battre pour des bâches, c'est pas non plus, c'est pas du public quoi. Mais les joueurs ont quand même pas l'habitude, mais ont déjà joué dans des stades où il y avait une ambiance un petit peu plus aseptisée que des matchs vraiment chauds, comme par exemple la demi-finale contre le Barça, le match retour, où effectivement là tu avais un Anfield qui était bouillant et qui a certainement eu son influence sur l'issue du match. Mais oui, clairement, de toute façon, on sait qu'on est un club qui est populaire et les joueurs vivent aussi pour ça, sont dans ce club pour ça et le savent. Ils ont adhéré en fait à ces valeurs et il faut pas non plus sous-estimer, ça fait partie de tous ces facteurs qui mis côte à côte font qu'aujourd'hui on est dans une saison clairement médiocre, ratée, échec, tout ce que vous voulez, voilà. Marvin, tu es d'accord avec Audrey sur ce point-là ou est-ce que tu penses que les supporters c'est pas une excuse? C'est pas toute la raison, mais ça joue beaucoup aussi, et le fait qu'il n'y a pas eu de partage non plus après le titre qui était attendu depuis 30 ans. Le manque de communion, de relation, parce que voilà, on parle du lien avec les supporters et on s'en rend compte vraiment cette saison que Liverpool sans supporters, c'est plus compliqué, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, et je pense qu'on a vraiment souffert de ça. Des joueurs qui ont quand même donné 2 saisons fantastiques sur à 360 degrés quoi, et ils se retrouvent au final à fêter le titre tout seul. Voilà, je pense que moralement ça doit jouer énormément aussi. Je veux dire, si j'ai pas mon petit bisou quand je fais un truc bien, je peux déjà tirer la gueule. Alors j'imagine même pas eux, voilà quoi. C'est une vraie question qu'on peut te poser, Julien. Est-ce que tu as eu peut-être des échos, des retours, toi, en Angleterre, sur le fait que les joueurs aient pâti et souffert de cette absence de célébration du trophée de la Première Ligue? Ça c'est sûr, sans aucun doute, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis de toute façon, c'était quelque chose que toute la ville, en tout cas tout le côté rouge de la ville ou de la région ou du pays, attendait depuis tellement longtemps que je pense que tout le monde en a souffert, supporters, joueurs, gens du club aussi. Tu as des gens qui travaillent au club depuis 30 ans qui n'avaient jamais vu un titre de champion d'Angleterre. Je pense que de leur avoir retiré ça à eux aussi, je pense que ça a eu un gros impact. Après, je crois que j'ai fait 10 matchs cette saison à Anfield, et même moi, et certains avec des supporters, et je peux vous dire que même moi en arrivant au stade, je sens la différence. Donc je ne veux même pas imaginer sur le terrain.
ce que ça doit faire. Et encore, on parle de repères, et je pense que tu as vraiment des repères avec des supporters et des repères sans supporters. Et de toute façon, pour avoir perdu 6 matchs d'affilée à domicile pour la première fois dans toute leur histoire, c'est que voilà, il y a un moment, la raison, elle est toute simple, c'est effectivement que tu n'as pas de supporters, même si Audrey a raison, c'est pas l'ambiance que c'était, en tout cas pas sur 90 minutes, mais tu as des pics. Ça pousse quand il faut. Exactement, et ces pics-là, ils sont plus là, et c'est pour ça aussi que je pense que l'équipe a des problèmes. Et puis aussi, je pense que Klopp crie tellement, et je pense que quand le stade est plein, 80% de ses cris se perdent. C'est pas possible que Trent puisse entendre à l'autre bout du terrain ce que Klopp lui crie dessus en première période avec le stade plein. En revanche, quand il n'y a personne, et croyez-moi encore une fois, et d'ailleurs je tweete assez sur ce que les entraîneurs peuvent dire à leurs joueurs maintenant là, pendant qu'on est dans le confinement, parce que je trouve ça déjà fantastique, et je trouve que c'est un vécu qu'on n'aurait pas en temps normal. Je peux vous dire que Trent, il entend chaque virgule, chaque respiration de Jürgen Klopp. Et à un moment, je me demande même si ça, finalement, ils n'en ont tellement pas l'habitude, en tout cas en début de saison, on n'en avait tellement pas l'habitude, ou même là, quand tu as la fatigue au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, etc., qu'à un moment, c'est déstabilisant aussi finalement d'entendre ton entraîneur tout le temps. Pas que pour Liverpool, pour toutes les équipes. D'avoir ton entraîneur que tu entends tout le temps, tu ne peux même pas faire croire que tu ne l'entends pas. C'est pas possible puisque tout le monde l'entend dans le stade, on entend que. Je le faisais en district. Ouais, et je pense qu'à un moment, tu vois, c'est comme si tu avais ton père derrière la main courante qui à chaque fois disait Maxime, fais ça, Maxime, fais ça. À un moment, ça te saoule. Tu vois, et je pense que pour les joueurs, sincèrement, ça doit faire une telle différence d'entendre Klopp 100% du temps au lieu de 50%, 60%, qu'il y a peut-être même un moment où c'est un peu déstabilisant. Klopp ou encore une fois, ça peut être n'importe qui, Pep Guardiola ou un autre. Juste avant de clore sur cette partie-là, Jus, tu as dit un truc qui m'interpelle. Tu dis quand tu arrives à Anfield, tu sens la différence, qu'il n'y ait pas les supporters. Est-ce que cette différence, elle est plus marquée justement quand tu vas à Anfield par rapport à d'autres stades que tu as pu faire cette saison ? Ouais, c'est un peu particulier parce que la ferveur à Anfield, elle est déjà en dehors du stade pour n'importe quel match. Alors encore plus pour les gros matchs, mais les gens qui attendent le stade, et on l'avait vu, rappelez-vous, quand Manchester City était venu en Ligue des Champions, ou d'ailleurs c'était allé un petit peu trop loin, mais tu as plein de stades en Angleterre où personne va accueillir tu vois, personne fait le pied de grue pour attendre le but de l'équipe qui va traverser, etc. À Liverpool, tout le monde, tu vois, et avant le derby cette saison, par exemple, ils avaient les supporters étaient venus mettre des drapeaux, ça n'a pas porté bonheur parce qu'ils ont perdu, mais bon, tu vois, des drapeaux pour faire un peu genre on est là, mais on n'est pas là parce qu'on n'a pas le droit d'être là, mais on est un peu là quand même. Et ça, c'est sûr, c'est très différent. Et puis, même la façon dont les joueurs arrivent, la façon dont les adversaires arrivent aussi. Avant, tu sentais l'hostilité un petit peu quand même, pas forcément au point de Manchester City, mais tu sentais quelque chose. Maintenant, ils arrivent, ils se garent là où normalement tu as des supporters, donc ils arrivent en fait avec leur bus, au lieu de rentrer dans le parking qui est sous le stade pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui sont allés à Anfield, ils font le tour en fait et ils se mettent là où normalement tu as un mec t'as la scène avec un petit concert juste à côté de la boutique en fait. Ils se mettent là et ils marquent juste à l'intérieur pour aller dans leur vestiaire. Donc même pour eux en fait finalement c'est comme tu vas à un match de district le dimanche, tu gardes ta voiture sur le parking, tu sors, tu es tranquille, tu es pépère. Il y a plus du tout ce sentiment d'hostilité de là waouh ça va être chaud aujourd'hui, on sait pas du tout, ils sont comme chez eux. Ils arrivent, ils se gardent devant la boutique tranquille, ils sortent, bim bam. Et nous, on rentre du même côté que les adversaires en plus. Donc, c'est vraiment bizarre. Et je pense que c'est bizarre pour tout le monde. Mais que c'était l'adversaire, t'es beaucoup moins. Il y a beaucoup moins ce sentiment d'hostilité que tu pouvais avoir en temps normal. Alors, il y a des questions qui reviennent et des remarques qui reviennent énormément dans le chat concernant, alors peut-être une des rares bonnes surprises de la saison, un certain Nat Phillips. Donc je propose qu'on parle un petit peu de cette nouvelle défense centrale, New Look, comme diraient les Anglais, avec Nat Phillips et Ozan Kabak. Audrey, je vais déjà te donner la parole, même si bon, je pense que je connais ton avis, mais est-ce que tu penses que jusqu'à la fin de saison, et grâce à Dieu si on n'a pas de blessés, c'est la défense qui doit être titulaire tous les matchs, ou en tout cas les matchs importants? Je suis toujours aussi partagée parce que j'ai un peu cette limite sur la vitesse des deux joueurs. Si on a des attaquants rapides face à ce genre de défense, j'ai l'impression que c'est un peu limité. Après, je me dis qu'aussi, devant eux, ils sont bien protégés par un Fabi qui revient en grâce dans son poste. Ça peut fonctionner et ce serait bête de ne pas le faire quelque part. On va pas, ayant mis ces deux-là, leur dire non les gars, maintenant vous repassez sur le côté et on revient à ce qu'on a connu il n'y a pas si longtemps. C'est clair que Nat Phillips, c'est une surprise et moi je l'ai déjà assez dit, pour moi c'est pas un joueur qui aurait dû rester à Liverpool cette année, quelque part. Il aurait presque dû repartir en prêt ou être vendu. Et
Et c'est pour moi pas le genre de joueur avec lequel tu vas par exemple gagner la Ligue des Champions, en plus qu'il n'y a que ça qu'on peut viser. Attends, on va voir. Mais voilà, force est de constater qu'il fait ses matchs, il commence à apprendre un peu ce rôle de leader de la défense. Moi, je pense qu'il faut laisser du temps au temps et clairement pas commencer à dire oui, bon, s'il fait 3 matchs de merde, on le dégage. Je pense qu'il faut qu'il fasse ses matchs, ses minutes et ensuite, de toute façon, c'est en jouant que tu vas t'assurer et vraiment prendre, j'ai envie de dire, la place, vraiment te l'approprier, quoi. Alors là, on a zoomé un peu sur Phillips. Marvin, est-ce que tu penses que Kabak, c'est pas le joueur qui peut apporter un petit peu de vitesse dans cette défense? Alors, même si c'est clair que c'est ni Gomez ni Van Dijk en termes de pointe de vitesse. Ouais, là, c'est incomparable. Hein. Mais pour le moment, j'arrive vraiment pas à me situer par rapport à Kabak sur ce point-là, en tout cas. Le match contre Leicester, j'avais vraiment l'impression qu'il avait un smirmorque derrière lui. Et ça n'allait pas. Je veux dire, les moindres mouvements. Moi, il me faisait penser à Lovren quand il s'était planté totalement contre Tottenham, où j'ai l'impression que rien que le fait de se retourner, mais il y avait les jambes qui le faisaient, puis après le corps qui arrivait en petit décalage. Et après, sur d'autres matchs, notamment, je pense que c'était le match contre Leipzig, il faisait des courses hyper rapides où il coupait des ballons impressionnants, les rares ballons qui en fait passaient au-dessus de Fabinho, qui plus est. Donc voilà, je vois que dans le chat on dit oui, mais Fabinho n'est pas forcément un coureur de 100 mètres. Non, mais Fabinho, avec son pressing, force à faire des passes avec son plus dans la placement profondeur. surtout. Voilà, c'est ça. Et au final, on avait Nat Phillips qui prenait tout de la tête, donc on devait envoyer des ballons au-dessus de 2,50 m pour qu'il ne les touche pas. Et en plus de ça, on avait un Kabak qui avait un rôle de couverture super impressionnant. Alors voilà, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément explosif, qu'il n'est pas forcément rapide, mais il le fait quand même. Il a bien une qualité quelque part, ce gars. Ah oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est Thomas Müller, quoi. On ne peut pas lui trouver une qualité, mais d'un autre côté, on ne peut pas trop lui donner de défaut non plus. En tout cas, pour son début, quoi. Et voilà, donc moi, je ne sais vraiment pas me situer par rapport à Kabak. Tout ce que je demande, c'est qu'il continue de m'impressionner comme ça. Tant que j'ai rien à dire et qu'il enchaîne les clean sheets, moi, je prends. On ne va pas faire la fine bouche. Oh, c'est vrai, t'as raison. Alors, maintenant, Julien, on va te demander peut-être de revenir aussi un petit peu sur le mercato d'hiver, où justement, on a 2 défenseurs centraux qui sont arrivés. Donc, Kabak et un certain Ben Davies, donc qui a quand même fait enfin un match avec la réserve là, le week-end dernier, ce qui est plutôt bien. Comment tu as jugé un peu le mercato mené là, par les Reds, par Michael Edwards par rapport à la défense centrale? Moi, j'étais très surpris qu'ils aient attendu si longtemps. Après, bien sûr, je pense que ce qui fait changer le truc, c'est la blessure de Matip à la fin du mois de janvier, d'accord? Mais Clairement. Matip, tout le monde sait que de toute façon, il peut pas, même quand il n'est pas blessé, il ne peut pas enchaîner 2 matchs de suite, ou en tout cas, il ne s'entraîne pas la semaine entre les 2 matchs. Donc, à un moment, même sans la blessure de Matip sur la deuxième partie de saison, pour moi, c'était indispensable d'aller chercher un autre défenseur central et ils auraient dû le faire le 1er janvier à 0-0-0-1. À la première minute, dès que tu peux signer quelqu'un, il fallait le faire. Je ne comprends pas pourquoi ils ont attendu si longtemps. Après, peut-être que Kabak n'était pas. Voilà, peut-être qu'ils ont fallu négocier pour Kabak, pour Ben Davies, peut-être qu'ils se sont pris des vents, peut-être sur des joueurs dont on ne connaît pas, peut-être qu'ils ont voulu aller chercher Upamecano. Voilà, je sais pas tous les tenants et les aboutissants, mais j'étais très surpris qu'ils aient attendu aussi longtemps parce que forcément, plus tu attends tard, moins après, ils ont du temps pour s'adapter, pour s'intégrer, pour tout ça. Donc, j'avoue avoir eu un peu de mal à le comprendre. Sur Kabak, je trouve les gens très durs, sincèrement. Et moi, je l'ai vu jouer quasiment tous les matchs qu'il a fait avec Liverpool. Il a encore été très bon avec la Turquie contre les Pays-Bas avant-hier. Je trouve les gens très difficiles. Après, il est très jeune, il fait des erreurs, ça c'est sûr, mais qui n'en fait pas à son âge. Mais je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Oui, tout à fait. Mais je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Nat Phillips, j'adore l'histoire. Je trouve que c'est une histoire fantastique. C'est une histoire à la Hollywood. Un jour, ils feront un film. C'est le gars qui est sorti de nulle part, que personne ne voulait, qui s'est imposé dans l'un des plus grands clubs du monde. Fantastique. C'est pas ma cam. Parce que si tu joues pas long dans les airs, je pense qu'il peut très vite être perdu. Mais après, il faut reconnaître qu'effectivement, il est solide quand tu joues sur ses points forts. Et qu'avec Fabinho devant, je pense que ça peut tenir la route pour gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, tout ce qu'il faut pour l'instant, c'est de la stabilité de toute façon. Il faut arrêter de changer. Il y a eu, il y a eu 19 charnières centrales différentes. C'est plus possible. Il faut arrêter avec ça. Et voilà, tu prends ce que là, tu les fais travailler ensemble. C'est dommage que Kabak soit en sélection là parce que c'était le bon moment aussi pour les faire travailler ensemble, malheureusement. Mais je pense qu'à un moment, il faut la stabilité maintenant et plus changer et garder Phillips et Kabak avec Fabinho devant.
Alors justement, il y a une question là que je viens de voir toujours de François Pignon dans le chat. François Pignon, tu as de bonnes questions, je trouve. Par rapport aux performances de Thiago, alors on parle de stabilité, le fait de remettre Fabinho en 6 dans le milieu de terrain, est-ce que tu penses que ça peut aider Thiago un peu à atteindre le niveau qu'on attend de lui? Et déjà, toi, qu'est-ce que tu as pensé du début de saison de Thiago, pour avoir ton avis à toi? Alors, Fabinho, sans aucun doute, déjà parce qu'ils sont très copains, et puis parce qu'en plus, il faut quand même pas oublier que Thiago Alcantara est arrivé pas du tout pour faire ce qu'il a fait cette saison. À la base, le recrutement de Thiago, c'est pour transitionner un petit peu cette équipe-là, c'est-à-dire pour la faire jouer d'une façon un petit peu différente de ce qu'on avait l'habitude sur les 4 dernières années. C'est-à-dire arrêter un petit peu avec ce gegenpressing incessant tout le temps, l'intensité. Lui, il peut poser le pied sur le ballon, mais pour faire briller Thiago, il faut aussi que tout le monde joue de cette façon-là. C'est pas possible que tu aies Thiago, mais que tu continues à jouer comme tu jouais avant, parce que Thiago, il n'est pas fait pour ça. En tout cas, pas dans la façon dont tu veux l'utiliser. Donc, je pense que de toute façon, dès le départ, il y a eu une incompréhension sur ce que Thiago pouvait apporter, sur ce que l'équipe produisait, et ce qu'au final, on voyait de Thiago Alcantara. Si tu veux que Thiago joue au ballon et soit le meilleur, il faut que ton équipe elle joue au ballon aussi, mais ça veut dire avec des temps plus faible que ce que tu avais l'habitude d'avant, où dès que tu avais le ballon, il fallait tout de suite aller vers l'avant, jouer très vite, très intense, ce qui est génial. Mais avec lui, prends ton temps, frérot, un petit peu. Tu vois, je pense qu'il y a des fois, et d'ailleurs je le voyais, parce que moi, je suis fasciné par ce joueur. Le premier match à Chelsea, il est entré à la mi-temps, j'étais là, c'était le patron tout de suite, je me suis dit, waouh, ça va être génial, on va se régaler. Ouais. Le problème, c'est qu'entre ce premier match-là et aujourd'hui, il y a eu tellement de choses négatives qui sont passées autour de l'équipe, autour de lui aussi. Je pense que c'est pas facile, tu sais, partout d'entendre dire que tu as gagné 4 matchs sur les 14 premiers que tu as joués pour Liverpool. C'est un bilan catastrophique. Que tu es nul, que tu n'es pas fait pour la Première Ligue, que de toute façon, à ton âge et avec l'argent que tu prends, tu étais une mauvaise recrue. Tu t'es fait défoncer le genou par un mec d'Everton, accessoirement. En plus, tu vois, et lui, il parle très bien anglais, beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc lui, il a forcément tout entendu, tout lu, où on lui a rapporté. C'est impossible qu'il n'ait pas eu vent des critiques, etc., de ce qui se dit sur Sky Sport à la télé. Enfin voilà, il a quand même mangé. Donc je pense que les gens se sont fait une fausse idée ou un faux bilan en fait de ce qu'il pouvait apporter, de ce qu'il a apporté. Il aurait pu mieux jouer, ça c'est sûr. Mais voilà, à un moment, on lui a demandé des choses qui n'étaient pas forcément là pour, et je pense que c'est très compliqué. Moi, j'aimerais bien rebondir quand même en vitesse sur Thiago et revenir du coup un peu plus sur Kabak par après. J'ai vu que, par exemple, Octave a posé la question dans le chat, et donc j'aimerais élargir un peu la question. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le club mise beaucoup au niveau de sa communication sur l'intégration au niveau des images sur les réseaux sociaux de Thiago et Kabak? J'ai l'impression qu'ils sont très très souvent mis en avant sur les photos des entraînements, ce genre de choses. Et je ne sais pas si... D'après vous, il y a une raison à ça. Parce qu'habituellement, quand l'équipe marche sur l'eau, on voit souvent le trio Mané, Salah, Firmino qui rigolent ensemble, ce genre de choses. Et ici, que l'équipe est un peu dans le down, j'ai l'impression que ceux qui sont mis en avant sont les gens qui étaient un peu plus critiqués ou qui ont plus besoin de confiance pour pouvoir se relancer. Je ne sais pas si vous avez aussi cette impression-là. Puis-je me permettre d'émettre une hypothèse? Vas-y. Pour moi, le fait qu'il soit mis en avant sur les réseaux, c'est marketing. Avec Kabak, tu vas toucher le marché turc qui peut être énorme. Et tu vois, il n'y a pas de gros joueurs turcs dans l'histoire de Liverpool. Donc potentiellement, c'est une grosse région à développer. Et tu vois, c'est pareil, il y a toujours un peu cette Spanish touch à Liverpool. Plus dans les dernières années. Mais tu vois, peut-être qu'aussi Thiago, ça fait un peu un revival des époques Luis Garcia, Xabi Alonso, Arbeloa et tout ça. Moi, je l'expliquerai juste comme ça. Maintenant, peut-être que Audrey ou Julien, vous avez une explication différente que la mienne. J'ai pas mieux. Julien? Je m'étais même pas rendu compte pour être moi non plus. Après, je suis pas aussi souvent que toi, Marvin, sur les réseaux sociaux de Liverpool, mais après Thiago Alcantara, c'est quand même un super joueur. Hein. Tu vois, c'est à un moment, si tu as un Thiago Alcantara dans ton équipe, peut-être qu'aussi tu le mets en avant parce que c'est un super joueur, parce que tu veux aussi l'encourager lui et ça leur fait plaisir. Crois-moi, pour tous les joueurs, ça veut dire beaucoup ce genre d'attention sur les réseaux sociaux, ce que le club fait. Je pense que ça peut aussi leur donner beaucoup de confiance, surtout dans une période un petit peu difficile. C'est peut-être pour ça aussi pour les deux d'ailleurs, qui ont un petit peu galéré à un moment, pour qui ça a été plus compliqué au niveau des critiques. Peut-être que c'était pour leur dire, vous savez quoi, on est là, on est avec vous, on est derrière vous, vous faites vraiment partie de ce club-là. C'est important, n'écoutez pas ce qui se dit à l'extérieur ou ce qui se fait à l'extérieur. Regardez, nous, on est là, on est avec vous, on vous aime, ce genre de truc. Ça peut aussi marcher, je pense, dans ce sens-là. Ouais, tout à fait.
Alors, on nous demande beaucoup de tes avis juste sur les perfs un peu individuels, ou en tout cas des cas isolés, mais il y a, au-delà du milieu, maintenant, il y a un autre poste qui pose beaucoup de questions, c'est le poste d'attaquant de pointe, donc qui est normalement mené par Firmino. Par la force des choses, dans notre trio offensif, encore une grosse partie de la saison, parce que Jota s'est blessé, Jota revient, il a déjà été décisif face à Wolverhampton. Déjà, toi, première question, qu'est-ce que tu penses de la saison de Bobby jusqu'ici ? Je pense que c'est compliqué. Je pense que quand on parlait de la fatigue tout à l'heure, c'est sûrement celui qui en a le plus souffert. Parce que je pense qu'à un moment, il était carbo. Après, il est capable de super matchs comme contre Tottenham, par exemple, à Anfield, ou même à West Ham, par exemple. Et je pense que c'était compliqué pour lui physiquement, surtout. Je pense qu'il avait tellement donné. Je pense que la saison dernière, déjà, avait été un petit peu compliquée au niveau des buts, notamment à domicile, dans une saison où pourtant tout fonctionnait, tout allait dans le sens de Liverpool. Et je pense qu'il a un petit peu déjà souffert des critiques de la saison passée. Et là, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, tu le vois sur le but. Alors, bien sûr, c'est un but à la dernière minute avec des supporters en plus contre Tottenham à domicile. Mais la rage qu'il exprime sur la célébration du but, je pense qu'elle veut dire beaucoup, en fait. Et tu vois, je pense que tu avais une vraie frustration ou de sortir quelque chose en disant, voilà, c'était une vraie libération, tu avais l'impression. Et je pense que... Et puis je pense qu'il n'a pas non plus toujours été à 100% physiquement. Et d'ailleurs, on le voit là avec la blessure. Et qu'à un moment aussi, je pense que l'arrivée de Diogo Jota, tu sais, c'est un peu compliqué pour les trois de devant. Ils ont été tellement bons ensemble. Ils ont une alchimie tellement importante que tu as un mec qui arrive de l'extérieur. Il y a même un moment où je me suis dit, j'avais pas l'impression que les trois voulaient vraiment jouer avec lui. Ouais. Tu vois, notamment à Manchester City où ils sont alignés les quatre ensemble dans un 4-4-2 qui est vachement séduisant quand même. Ah oui. Et des fois, je me dis, et j'étais au match et vraiment, je regardais et je me disais, et encore une fois, tu entends tout, tu vois les body language, tu vois les attitudes et je sais pas, il y avait quelque chose qui je sais pas, j'accrochais pas trop, donc je me demande si à un moment, même son arrivée à lui, ça a un petit peu déréglé. Encore une fois, on parle pas mal de déréglage depuis tout à l'heure. Peut-être que ça aussi, ça a un petit peu gêné, ça a un petit peu déréglé. Donc, je sais pas. Moi, Bobby, j'adore. C'est un joueur fantastique. Mais c'est un joueur qui sera toujours clivant. De toute façon, c'est comme la Marmite en Angleterre. Soit t'adores, soit t'adores. C'est vrai. Et à un moment, voilà, malheureusement pour lui, c'est comme ça. Et je pense que Diogo Jota est tellement fort et a tellement eu un impact cette saison qu'à mon avis, si j'étais Bobby, je me ferais un petit peu de soucis quand même. D'accord, ok. Donc toi, tu penses que concrètement, il peut y avoir à terme une attaque avec Jota qui serait titulaire et les trois électrons libres, un petit peu, qui feraient l'animation, quoi. Moi, je pense que Jota sera titulaire à la place de Firmino. D'accord. Jusqu'à la fin de la saison. Et après, parfois, tu joues avec les quatre. Après, parfois, tu peux jouer avec les quatre d'entrée, en cours de match. Tu peux aussi parfois faire reposer Jota. Mais pour moi, Jota, c'est un joueur fantastique. C'est un joueur fantastique qui a 4 ans de moins ou 5 ans de moins que Firmino et qui a tellement d'énergie, qui est tellement intelligent, qui peut tellement t'apporter, en plus qui a en ce moment une réussite assez incroyable, à part la blessure bien sûr, mais avant la blessure et depuis la blessure, à un moment il marchait sur l'eau quand même. Et donc je pense que ça, il faut vraiment t'en servir et je pense que jusqu'à la fin de saison, il sera l'homme clé de l'équipe. On a un petit message qui dit non, la Marmite c'est dégueulasse, il n'y a pas de débat. Donc apparemment, oui. Il y en a quand même. Je suis d'accord. À ce niveau-là, mais avec Bobby, il y a un peu plus d'accord. On va, avant de clore le chapitre sur l'attaque, il y a aussi une question et qui fait même débat au sein de notre équipe de copains. Marvin, je vais te poser la question en premier. Est-ce que tu penses que sur les saisons qui viennent, Salah et Mané peuvent encore jouer ensemble ? La question qu'on se pose vraiment, c'est est-ce qu'il y a réellement discorde entre les deux qu'on commence à croire ? Il y a même des gens que je ne citerai pas qui pensent que Mané ne plonge pas pour éviter que Salah marque des pénaltys, hein, Audrey. Non, c'est pas moi, c'est Owen qui l'a dit, j'ai fait que rapporter. Non, donc je sais pas, moi j'ai l'impression que oui, parce qu'ils sont comme dans une équipe où même s'il y a une année de moins bien, c'est quand même des cadres, des joueurs qui sont relevés. On peut dire que c'est des world class players quand même depuis un petit temps. Quand tu regardes maintenant, tu vas parler de football avec des gens, tu leur parles des attaquants prolifiques de ces dernières saisons, ils vont te penser à des Lewandowski, Messi, Salah. Voilà, je veux dire, ça, oui, ils commencent à rentrer en tant que joueurs emblématiques et j'ai l'impression qu'ils sont dans le club pour. Et rien que pour ça, ils vont y rester. Moi, je pense sincèrement. Je pense qu'on verra des départs de... Je verrai plus Salah partir en premier, mais d'ici 2 bonnes années, je pense. Audrey, ton avis sur la question ? J'ai toujours dit que je trouvais que c'était une mentalité de petit de dire il faut profiter de les vendre pendant que
pendant qu'ils ont encore une certaine valeur marchande. Et j'étais pas trop de cet avis et en y réfléchissant, avec les pépites qui sont en train d'éclore actuellement sur le marché et qui vont de toute façon coûter super cher à l'achat, est-ce que ce serait pas intéressant de les inclure quelque part dans un échange avec contre de l'argent si la somme ne satisfait pas le club qui serait compris dans l'échange, mais même si je suis vraiment attachée à ces deux joueurs et je pense que c'est deux joueurs qui représentent bien. Ils sont pas comme Bobby, ils sont pas clivants, ils sont beaucoup plus. Tout le monde est d'accord avec ce qu'ils font et tout le monde les valide quelque part. Il y a souvent des critiques sur Salah, mais c'est parce qu'il a tellement prouvé qu'il était fort en fait que les gens en demandent encore plus. Franchement, c'est une question qui est difficile et je suis vraiment partagée entre l'idée de s'en séparer tant qu'ils ont de la valeur et qu'effectivement ils vont encore faire des saisons, ou alors de se les garder pour nous parce que tu sais que Salah il marquera ses 15-20 buts par saison et qu'il peut encore être utile quelque part à l'équipe, quoi. Et comme Salih Dragon explique aussi, il y a aussi l'aspect Ligue des Champions, si on se qualifie ou pas, qui pourrait peut-être aussi influencer dans la décision du joueur de vouloir rester et être européen, ou alors se dire c'est pas grave, on fait un pas en arrière, une saison blanche et on repart en avant. Alors Julien, alors là il y a un vaste débat qui s'ouvre à toi, mais il y a une notion que tu as abordée quand tu as vu les matchs, qui est le body language. Est-ce que toi tu as pu noter peut-être des débuts d'incompatibilité entre Sané et Salah et Mané dans le jeu, pardon, je vais y arriver. Dans le jeu, non. Alors déjà, ils jouent à l'opposé l'un de l'autre, donc c'est compliqué. Il se passe rarement pas rarement la balle, mais c'est pas comme si tu étais un numéro 9, un numéro 10 qui jouait quasiment côte à côte à chaque fois et c'était beaucoup plus flagrant. Je pense qu'il y a un petit peu de frustration chez les deux, c'est sûr. Mo Salah, peut-être pour la première fois depuis son arrivée à Liverpool, a passé quand même des longs tunnels sans marquer, des 4 matchs d'affilée, des 5 matchs d'affilée. Je pense que pour lui, le vit mal. Pour Sadio, c'est un petit peu différent parce qu'il il est beaucoup moins buteur dans sa tête, il est beaucoup moins il a moins ce côté égoïste que Salah, je pense. Mais tant que Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson n'auront pas un meilleur niveau, je pense que Mané et Salah en souffriront quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est obligatoire. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas avoir un très bon Salah et un très bon Mané si tu n'as pas un très bon Robertson et un très bon Alexander-Arnold parce que c'est l'essence même du jeu de Liverpool. C'est comme ça. Même si tu les fais rentrer un petit peu plus à l'intérieur dans les half spaces, dans les demi-espaces, même si dans ta construction du jeu, tu construis avec une ligne, on va dire, avec une ligne de 5 devant ou de 6 devant, donc avec tes deux latéraux qui sont très très hauts, et Mané et Salah qui entrent un petit peu à l'intérieur, plus Firmino, plus voir un milieu de terrain qui monte un petit peu plus aussi. Donc je pense que il faut une animation sur tes couloirs qui te permettent de libérer un petit peu Mané et Salah, ce qui n'a pas été le cas cette saison. Et encore une fois, Trent Alexander est un joueur fantastique, j'adore, mais sa méforme, elle a coûté très cher à Mo Salah aussi, je pense. Mais pour moi, s'ils veulent rester et que tu peux les garder, garde-les. Il n'y a même pas de débat. Mais après, est-ce qu'on peut pas aussi dire que la forme de Mané et Salah a aussi un impact sur celle de Robertson et Trent? Parce que moi, je trouvais sincèrement que notamment Mané, je crois que c'était, ou Salah, je sais plus, redescendait beaucoup moins en soutien, et peut-être qu'avec le manque de Van Dijk aussi, on avait besoin d'un petit peu plus de soutien sur la partie défensive où il y avait besoin d'un repli. Et j'ai trouvé là, sur ces derniers mois, bon peut-être là les derniers matchs c'était peut-être un peu moins vrai, mais que sur la tâche défensive, et il me semble que c'est d'ailleurs pour ça que Salah a été sorti sur un match, ils étaient tous les deux quand même un petit peu moins impliqués. Firmino, on le voit beaucoup redescendre et revenir dans le milieu de terrain, et des fois Mané et Salah, on se demande un petit peu où est-ce qu'ils sont quand l'actuel est en train de se porter sur un côté. Je sais pas si c'est aussi un truc que toi tu vois ou... Ouais, non, c'est vrai. Alors après, moi, je parlais plutôt offensivement pour qu'ils soient bien sûr. Offensivement, mais défensivement, tu as raison, bien sûr. Et Klopp crie tellement. Encore une fois, on en revient au cri de Klopp. mais il leur crie dessus pour effectivement faire ce travail défensif, de repositionnement dont ils n'ont jamais été friands. Mais aucun attaquant, à part Antoine Griezmann et Bobby Firmino et quelques autres. Mais sinon, les attaquants n'aiment pas défendre, c'est normal. Mais non, tu as raison. Et je pense qu'aussi, défensivement, effectivement, ça n'a pas aidé l'équipe qu'il y ait cette absence aussi de repositionnement défensif, c'est sûr. Okay.
Je pose une dernière question sur un joueur et après on va passer à course au top 4 et Ligue des Champions parce que ça fait déjà longtemps qu'on est en live et Julien est très gentil mais je pense qu'il a d'autres obligations derrière donc on va pas non plus le garder toute la nuit malheureusement. J'ai juste une émission sur RMC à 23h de chez vous, 22h de chez moi. Donc. Ok, eh ben, écoute, c'est noté. On va faire en sorte de te libérer avant Jus. T'as pas le choix de toute façon. Exactement, il va se déconnecter d'un seul coup, bam. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Curtis? Alors, tu en avais un petit peu parlé la dernière fois que tu étais passé dans le podcast. Est-ce que tu penses qu'il a encore montré des belles choses? Est-ce que c'est peut-être une vraie option pour ne pas garder Gini, admettons, l'année prochaine? Alors malheureusement pour toi et pour moi, je pense que Gini, on peut dire au revoir tout de suite déjà maintenant, c'est fini. Et Jones, pour moi, c'est un joueur fantastique, en tout cas en devenir. Je sens le parce qu'il a un talent assez unique finalement que tu trouves pas trop dans cet effectif-là, cette capacité à se projeter, mais avec le ballon, beaucoup plus qu'un Thiago Alcantara, par exemple, même de façon beaucoup plus élégante qu'un Gini Wijnaldum, qui est quand même beaucoup plus puissant et puis beaucoup plus physique et puis beaucoup moins beau à voir, alors que c'est mon chouchou absolu. Et je pense que Curtis a cette capacité aussi, cette intelligence-là, dans les petits espaces, à pouvoir créer quelque chose d'assez spécial, quasiment avec rien du tout. Et je pense que ce genre de joueur-là, c'est important. Alors bien sûr qu'il est encore jeune, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il gagne en maturité aussi. Parfois, il est encore un petit peu impatient dans le jeu déjà, même s'il joue beaucoup plus que la saison dernière. Et puis, il y a encore un peu de déchets, mais ça encore une fois, c'est normal. Mais je pense que, encore une fois, dans la transition dont on parlait, footballistique avec Thiago Alcantara qui va arriver avec une façon de jouer un petit peu différente que ce que tu as fait ces 4 dernières années. Je pense que Jones est parfait aussi dans cette évolution-là et dans la façon dont tu vas jouer avec le ballon parce que lui aussi, il est un peu comme Alcantara. Il peut poser le ballon, il pose le pied sur le ballon sans aucun problème. De toute façon, il est tellement à l'aise avec le ballon, pied droit, pied gauche, dos au but, face au but, dans des petits espaces, 2 joueurs sur le dos, il n'y a aucun problème. Il est tellement à l'aise. Donc, je pense que lui, dans la transition que Klopp veut faire, il est parfait, il est très important et c'est pour ça aussi, je pense, qu'ils l'ont déjà fait jouer cette saison beaucoup plus que la saison dernière parce que tu prépares déjà aussi la saison prochaine où je pense qu'on verra une équipe de Liverpool un petit peu différente dans la façon de jouer. Très bien. Alors les copains, je vous propose qu'on passe rapidement à la course au top 4. Est-elle encore possible? Je vais prendre l'avis de mes 2 copains rapidement, voir s'ils sont encore dépressifs ou si la dernière victoire face aux Wolves leur a fait du bien. Audrey, est-ce que la course au top 4 est possible, sachant que de mémoire, on est à 5 points de Chelsea et West Ham, je crois? Et en vrai, on n'a plus de gros matchs, si je dis pas de bêtises, ou Arsenal. alors 1 ou 2 sur les 8 derniers, quelque chose comme ça. Arsenal le 3 avril. Ouais, c'est le prochain, donc en soi, tu dois... Ouais, oui, c'est vrai. En soi, tu dois faire des gros points là sur la fin de saison. Il faut essayer de... Je sais pas à quel point la trêve va faire du bien ou pas. Je pense notamment à Trent qui a enfin pu souffler. Le pauvre, ça faisait 10 saisons qu'il enchaînait. Mais non, moi je pense qu'il faut pas partir en se disant on n'a plus rien à jouer si ce n'est la Ligue des Champions. 5 points, c'est pas insurmontable. Chelsea a encore des gros matchs à jouer. West Ham, je les vois pas non plus tenir jusqu'à la fin. Je sais pas comment ça se passe. Ils ont qu'un match par semaine, donc peut-être qu'ils ont. On disait ça déjà il y a 6 semaines et puis ils sont encore là, quoi. Mais moi, je crois sincèrement qu'on peut le faire. Après, c'est peut-être mon côté un peu trop fleur bleue qui ressort, mais ce serait l'échec le plus total de cette saison ratée. Ce serait de lâcher complètement sur la fin de saison. Donc, moi, je crois qu'il faut sortir les tripes, là. Il faut aller faire mal et il faut aller chercher cette qualification. Parce que là, on n'a pas 10 000 options. Hein. C'est soit on fait dans le top 4, soit on gagne la Ligue des Champions. Et si on se fait sortir au prochain tour, ben, ça va vite être réglé. Donc... Voilà, moi j'ai envie d'y croire et il faut tout donner sur la fin. Hein. Marvin, es-tu plein d'espoir comme Audrey ou est-ce que tu es un peu plus pessimiste par rapport à notre capacité à atteindre le top 4? Enfin, l'espoir fait vivre, je veux dire, je pense qu'on... C'est un quand on pense bateau, on dirait Alexandre qui est là ce soir, c'est incroyable, on a sorti plein d'expressions des années 80. C'est magnifique. Alexandre, il nous aime pour ça. Non, mais concrètement, c'est comme, je pense à la demi-finale contre Barcelone. Dans notre cœur, on y croyait tous indirectement. On se disait, putain, je sais qu'on est capable de le faire. Et au final, ben, ça s'est passé. Alors que quand on réfléchit, mettre 4 buts à Barcelone, c'était quand même un fameux exploit. Et ici, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec 5 points, alors qu'il y en a encore
plus de presque 30 à engranger. Moi, je vois vraiment pas pourquoi on ne peut plus y croire. Après, maintenant, toutes les cartes ne sont pas entre nos mains. On a un Chelsea qui a 5 points d'avance et qui est dans un run incroyable depuis l'arrivée de Tuchel. Voilà, je veux dire, il y a des trucs qu'il faut espérer. Et après, comme Audrey dit, il faut qu'on arrive avec la bite et le couteau et qu'on défonce tout aussi, quoi. J'ai pas dit ça. Ouais, mais tu l'as pensé très fort. C'est pas grave. T'en penses quoi, toi, du coup, juste de la course au top 4 ? Est-ce que tu penses qu'avec Chelsea, qui est quand même bien chaud depuis que Tuchel est arrivé, ça va être compliqué ou il y a quand même un petit espoir ? Non, je pense que ça va être compliqué, mais il y a toujours un espoir. De toute façon, au football, tant que mathématiquement, c'est pas fait, tu peux toujours y croire, c'est sûr. Chelsea a aussi quelques gros matchs à venir, notamment à Manchester City. Donc, pour eux aussi, ça va pas être non plus trop compliqué. Eux aussi, ils vont jouer avec des champions. Eux sont beaucoup plus favoris peut-être que Liverpool pour aller jusqu'en demi-finale au moins avec Porto, qu'un match, je pense, une double confrontation plus abordable en tout cas que le Real Madrid. Donc ça va compter aussi, je pense, comme aussi la Coupe d'Angleterre. Donc, c'est beaucoup de matchs pour Chelsea. Donc, je pense que c'est pas encore fait, mais c'est vrai qu'ils ont l'air tellement solides, ils sont tellement costauds, ils ont tellement la baraka en ce moment que ça va être difficile. Mais de toute façon, c'est ce que je vous disais avant qu'on commence le live. La saison, elle est tellement pourrie qu'à un moment, c'est pas possible qu'elle soit pourrie jusqu'au bout, quoi. C'est pas possible. À un moment, ça va forcément tourner. À un moment, d'ailleurs, on l'a vu contre Wolverhampton. Il y a quelques matchs où tu sens que c'est même contre Leipzig au match aller, par exemple. Tu sens quand même que voilà, c'est en train d'un peu de tourner, que tu n'es pas loin de retrouver un niveau vraiment intéressant, que tu as en plus un Diogo Jota qui revient, que tu as, voilà, donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer. Donc, il faut continuer d'y croire, il faut continuer à tout donner sur tous les tableaux. Je suis d'accord avec Audrey, il ne faut pas juste se focaliser sur la Ligue des Champions, mais il faut quand même reconnaître que ça peut aussi être très compliqué et ça peut aussi ne pas arriver. Alors, il y a justement, on va parler de la Ligue des Champions, donc le tirage des quarts est tombé. Real Madrid, qui est a priori sur le papier peut-être pas le pire tirage par rapport à choper le Bayern, City ou même le PSG, qui perso moi me faisait pas particulièrement envie en tout cas. Est-ce que tu penses, Julien, que Liverpool est favori, peut-être pas, mais est-ce qu'il y a de sérieuses chances de passer ? Et deuxième chose, moi je trouve que on a vraiment un visage différent en Europe, notamment avec Thiago qui rayonne beaucoup plus sur les matchs de Ligue des Champions comme on a pu le voir face à Leipzig. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas une équipe qui est un peu plus conditionnée pour jouer contre des équipes européennes plutôt que des équipes anglaises en fait cette saison au vu des circonstances ? Ouais, je pense que c'est un bon point. Pour le match du Real, pour moi, c'est du 50-50. Mais du vrai, c'est pas un 50-50 un peu mytho. Du vrai 50-50. Sincèrement, je pense que c'est des équipes qui ont des vraies belles qualités et qui ont aussi beaucoup de défauts. Je pense que le Real est prenable malgré la saison de Benzema, malgré celle de Courtois, malgré celle de Toni Kroos, par exemple. Mais je pense que c'est vraiment prenable. Même s'il joue avec une défense à 5, même si Zidane essaie de s'adapter tactiquement, je pense qu'il y a quelque chose à faire, sans aucun doute. Après, sur la saison européenne de Liverpool, j'ai quand même quelques soucis. Le match contre l'Atalanta à domicile, j'ai d'énormes problèmes avec ce match-là. Je ne comprends pas du tout comment c'est possible. Contre Leipzig à l'aller, s'il n'y a pas les deux cadeaux, je pense que ça peut être un match très compliqué aussi pour Liverpool. Alors, le retour est beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa et beaucoup plus tranquille. Mais l'aller aurait pu tourner d'une manière très différente. Donc, pour moi, c'est un match fascinant, peut-être le plus fascinant avec le PSG Bayern de tous les quarts de finale. Et je pense que ça va être génial, mais oui, je conçois très bien le destin qui est là avec une finale à Istanbul comme en 2005, avec une demi-finale contre Chelsea comme en 2005. Je pense qu'effectivement, on peut voir de gros points communs avec cette période-là. Ouais. Exactement, qu'on ramène Luis Garcia pour les demi-finales, on l'attend. Audrey, est-ce que tu nous vois passer objectivement face à Madrid là sur le quart ? Je pense qu'on est un peu toutes les deux des espèces de bêtes blessées qui vont essayer un peu de sauver la saison, même si le Real Madrid est quand même une meilleure posture que nous en championnat. Pour moi, les poules de Madrid sont pas aussi rassurantes que ça devrait être normalement. Ils ont quand même bégayé contre le Shakhtar, ils n'ont pas eu non plus trop de facilité contre les deux autres adversaires qui étaient l'Inter et Gladbach. Nous, c'est un peu, comme tu as dit, on a l'impression qu'on est un peu plus calibré pour l'Europe, mais est-ce qu'on va garder ce calibrage quelque part ? Et vraiment, pour le coup, bien sûr, ton côté Liverpool va dire, nous, on est favoris et c'est logique, mais
franchement, 50-50, le seul truc que je vois qui est bien, c'est qu'on est vraiment sur la partie de tableau, quelque part, la plus facile, dégagée, on dira. Parce que l'autre côté, avec Bayern, City, PSG, c'est pas cadeau. Et il n'aurait pas fallu être dans ce côté-là. Donc, il faut, je vais dire un truc bateau, prendre les matchs après les matchs. Et voilà. De toute façon, bien sûr que tu joues ta saison un peu là-dessus, parce qu'on a dit en championnat, c'est pourri. Mais je pense qu'au vu du déroulé de la saison, ouais, on n'a plus de son. Je pense on a perdu la connexion d'Audrey. On va voir si ça revient d'ici quelques secondes. En attendant, je vais passer la parole à Marvin. Marvin, rapidement, le duel Benzema-Phillips. Dans la poche, pas de souci. Qui dans la poche de qui? Je ne sais pas, mais dans la poche. Pour leur sortir, peu importe la tournure du match. Non, moi, j'ai l'impression que justement le duel Phillips contre Benzema, ça va être intéressant parce que Benzema est quand même un joueur qui aime bien, qui va pas prendre la profondeur, les appels derrière le dos de Phillips comme on craint, et qui va justement peut-être beaucoup plus jouer balle au pied en tant que pivot et qui pourrait peut-être un peu plus convenir à la style de défense de Phillips, pardon. Donc moi je pars relativement confiant. C'est pas le joueur qui me fait le plus peur personnellement. J'ai beaucoup plus peur de la percussion qu'on peut trouver sur les côtés, qui va justement créer des espaces pour justement un Benzema qui est plus en renard de surface à ce moment-là. Julien, ton body language exprimerait-il un désaccord par rapport au propos de Marvin? J'espère que Nat Phillips est aussi confiant que toi, Marvin, parce que moi, je vois beaucoup de raisons pour lesquelles Karim Benzema pourrait bien faire la misère à notre ami Nat. Après, ça peut être très différent, mais ouais, non, là, je pense que ça peut être très compliqué. Mais après de toute façon, il faudra défendre vraiment collectivement. Et je sais que c'est un peu cliché à dire, mais surtout si Zidane, et je pense qu'il le fera parce que je pense que c'est la façon dont il faut jouer contre cette équipe de Liverpool. Mais si tu joues avec une défense à 5, avec un Lucas Vazquez à droite, par exemple, ou un Dani Carvajal et Ferland Mendy à gauche, ça peut beaucoup te gêner toi. Et après, la liberté que Benzema peut avoir offensivement, elle peut aussi te gêner. Donc, à voir comment Klopp va aborder cette rencontre. Mais Benzema, moi, si j'étais Liverpool, je m'en méfierais beaucoup. Les copains, on va juste poser une toute dernière question à Julien, après on va le libérer parce que l'heure tourne. Qu'est-ce que tu penses par rapport aux besoins du mercato des Reds cet été? Alors, est-ce que déjà tu as des échos, des bruits de couloir sur certaines rumeurs? Tu avais notamment, on l'avait dit, écrit un petit papier sur Bissouma. The Athletic a recité Bissouma aujourd'hui par rapport au LFC. Voilà, est-ce que tu as ta vision et des petites infos? Bissouma continue d'impressionner, mais je trouve qu'à juste titre d'ailleurs, et que Michael Edwards est un grand fan, et tout naturellement, c'est pas les seuls, donc on verra ce qu'ils vont faire à la fin de la saison. Quoi qu'il arrive, il partira de Brighton, même si Brighton se maintient, je pense. Et on va voir pour Kabak, bien sûr, avec l'option d'achat. Si le club est complètement convaincu, si lui a envie de rester aussi, ça doit faire partie du deal. Ce que club en pense. Si tu gardes Kabak parce qu'il fait une bonne fin de saison et que tu as Gomez qui revient à 100%, plus Van Dijk, plus encore une fois un Rhys Williams ou peu importe qui, je pense que tu peux être pas mal. Est-ce que tu ferais pas mieux d'aller chercher Koulibaly par exemple à 50 millions si tu as l'argent, encore une fois, si l'argent n'est pas un problème, en tout cas est-ce qu'il vaut mieux pas aller chercher Koulibaly carrément et te dire voilà, il va avoir 30 ans au mois de juin, mais il va te donner 3 belles saisons. Tu vas et tu t'investis sur un joueur comme Koulibaly plutôt que sur un joueur comme Kabak. C'est encore une discussion, je pense qu'ils vont avoir. Je pense que Kabak est plus un joueur à la Michael Edwards qu'un Koulibaly. Mais peut-être que Klopp, à un moment, va dire écoutez, les gars, vous êtes sympas, mais à un moment, il nous faut aussi de la solidité, de l'expérience et tout ça. Mais je pense que Koulibaly ferait aussi beaucoup de bien à Liverpool. Il te reste encore 35 millions à payer pour Diogo Jota, donc offensivement, c'est un peu compliqué, sauf si tu laisses partir, tu vois, un Shaqiri, un Origi, désolé Marvin. Mais tu peux aussi toi libérer des joueurs et après réinvestir cet argent-là. Et puis après, il faudra trouver un remplaçant à Wijnaldum. Soit tu le fais avec Curtis Jones et tu décides de prendre personne, ou alors tu vas chercher, comme on l'a dit, Bissouma ou quelqu'un comme ça pour vraiment avoir cette puissance physique aussi qui pourrait te manquer pour jouer avec Fabinho notamment au milieu. Très bien. Écoutez les copains, on va clore ce live parce que voilà, on a déjà fait un très bon portrait de la saison et de ce qui va se profiler. Julien, merci 1000 fois d'être venu
Plaisir, merci à vous. C'est un plaisir. On espère, vous, là, dans le chat, qu'on suit le live et qui verrez le replay sur YouTube, que vous avez aussi apprécié ce petit débrief alors de la saison, dans des 2/3 de la saison. On se retrouve très vite. On vous réserve une petite surprise en podcast qui sortira la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes toujours champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut. Up the Reds.